On t'a peut-être dit dans ton accouchement, ne poussez pas madame, votre col n'est pas encore dilaté à 10 cm. Aujourd'hui, je vais te parler d'une poussée interdite dans notre système, une poussée qu'on voit auprès des femmes qui veulent pousser précocement. Alors qu'en réalité, quand on a un bébé en postérieur, 95% du temps, la poussée précoce va faire en sorte que tout va se rétablir. Aujourd'hui, je vais te parler de cette poussée très particulière, la poussée interdite, et surtout comment on fait pour prévenir un bébé en postérieur. Est-ce que vraiment c'est possible? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Emma Creuzy, je suis maman de 3 enfants, dont 2 qui sont nés à la maison, les 2 derniers, et j'explique dans mes contenus comment la physiologie est notre meilleure amie et comment aujourd'hui, malheureusement, souvent, avec des interventions inutiles, on va créer plus de problèmes qu'on va en résoudre. C'est parti, prends ton cahier de notes et on va démarrer sur la poussée interdite. Alors aujourd'hui, ce que tu vas comprendre, c'est déjà comment on repère ce genre de poussée et surtout, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là et surtout, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Déjà, j'aimerais te parler de quelques chiffres. C'est quand même super important de savoir que dans 95% des cas, les bébés qui se présentent donc en postérieur vont se retourner tout seuls pendant l'accouchement si on ne fait rien et qu'on laisse la mère faire avec ses sensations. Tu vas comprendre aussi maintenant le rôle de la douleur dans cette vidéo et c'est hyper important de comprendre ça. Si tu ne connais pas l'effet toboggan et surtout la problématique liée à la péridurale, je t'invite à aller voir mes contenus sur le sujet. Je suis spécialiste sur l'effet toboggan, j'ai écrit un livre sur la médicalisation des naissances et je parle précisément de la problématique de la péridurale. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans les chiffres, à peu près 30% des bébés se présentent au départ dans le travail en postérieur. C'est quand même énorme. Un bébé sur 3 démarre le travail de l'accouchement en regardant les étoiles. Et il va, dans 95% des cas, se remettre dans une position antérieure pour autant qu'on ne vienne pas l'embêter et lui dire, et surtout à sa maman, comment faire, quoi faire et surtout ne pas faire. Aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques de césarienne, parce que c'est important de connaître les chiffres, il y a à peu près une femme sur 5, donc 20% des femmes dans les accouchements tout confondus qui finissent en césarienne. C'est énorme ces chiffres, ce sont des chiffres mondiaux, la moyenne mondiale c'est ça, c'est-à-dire que 20% des femmes qui accouchent de bébés finissent avec une césarienne. Quand on a un bébé aujourd'hui qui est positionné en postérieur dans le système actuel, le système médicalisé, on a plus de 2 fois la norme qui finit en césarienne. C'est-à-dire qu'on a à peu près 45% des femmes qui finissent en césarienne. C'est énorme. Je ne sais pas si tu imagines l'hécatombe alors qu'en fait, c'est une variante de la norme. En termes d'instruments, c'est-à-dire les ventouses et les forceps, aujourd'hui, on a à peu près une moyenne de 10% des femmes qui subissent des ventouses ou des forceps pendant leur accouchement. Et quand on a un bébé qui est en postérieur, tu fais x5, c'est-à-dire qu'il y a 50% des femmes qui finissent avec des instruments quand le bébé se présente en postérieur. Donc, je te rappelle, au départ, 30% des bébés commencent le travail en postérieur. Et sur les bébés qui naissent en postérieur, une femme sur 2 subit une ventouse et une césarienne. C'est vraiment un sujet capital de santé publique, non seulement pour nous les femmes, mais aussi pour les bébés. Alors qu'est-ce que ça fait comme impact pour nous les femmes? Alors déjà, le temps de poussée est doublé en moyenne chez les bébés qui naissent en postérieur pour les femmes dans le système. Je ne parle pas des femmes qui naissent avec une physiologie respectée, je te parle de chiffres qu'on observe en structure hospitalière. On voit plus d'épisiotomie, plus d'ocytocine de synthèse et une augmentation du nombre de déchirures du 3e et du 4e degré. Je te rappelle que les déchirures sont de 4 types, 4 niveaux, 1, 2, 3, 4. 3e et 4e degré, c'est quand même important. Il faut savoir qu'une épisiotomie, c'est l'équivalent d'une déchirure au 2e degré. Donc ce n'est pas sans conséquences pour nous en tant que femmes et évidemment pour notre bébé. J'ai moi-même vécu un travail avec un bébé qui était en postérieur au début du travail et j'ai bien senti la différence dans la façon dont mon corps bougeait. Quand j'ai accouché chez moi de ma 2e fille, eh bien j'avais vraiment tendance à prendre des positions vers l'avant. Donc c'est pour ça que je t'encourage à écouter ton corps, d'où l'importance aussi de ne pas avoir de péridurale parce que ta douleur va te donner des guidelines sur comment te positionner. Les méthodes qui te disent qu'il faut se positionner comme ci ou comme ça pour gérer la douleur ne prennent pas en compte la physiologie et les variantes comme un bébé en postérieur. Parce qu'une femme qui a un bébé en postérieur, elle va avoir besoin de mettre son ventre dans le vide dans la plupart des cas et surtout elle va avoir un type de poussée très particulier qui est une poussée qu'on appelle
précoce. Pourquoi précoce? En fait, elle intervient assez vite dans le travail finalement, souvent même avant que le col soit ouvert. Pourquoi le col n'est pas encore ouvert à ce moment-là? Ben, tout simplement parce que avec l'appui, la pression de la contraction sur le col du bébé, le fait que le col soit encore fermé va faire qu'il va pouvoir faire son U-turn, comme on dit en anglais. Que tu comprennes bien cette mécanique, dans 95% des cas, la femme, elle va avoir envie de pousser alors que son col n'est pas encore dilaté complètement. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Dans une structure, on va dire conventionnelle, hein, dans le système, on va lui dire: «Surtout madame, ne poussez pas, vous allez vous abîmer votre col, ne faites rien, oh là là, poussez pas, poussez pas, poussez pas». Voire pire, on va essayer manuellement, c'est-à-dire la sage-femme dans la majorité des cas, la pauvre, on lui apprend de passer par-dessus la tête du bébé un bourrelet de colle. Donc ça, c'est vraiment le pire des choses qu'on puisse faire parce qu'on va intervenir sur la mécanique naturelle de la mère et de son bébé et on va favoriser un engagement dans le bassin qui n'était pas prévu au départ puisque la mère poussait précocement pour que son bébé puisse faire son U-turn. Donc je reviens vraiment sur le fait que quand on a une poussée précoce, il faut être accompagné par un professionnel qui connaît cette étape-là très importante physiologique, qui est vraiment une variation de la norme et qui va faire que le bébé, en fait, il a besoin de cette résistance sur le col pour pouvoir faire son mouvement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la nature, eh bien 95% des bébés vont se remettre en antérieur. Et les bébés qui descendent en postérieur parce qu'ils ne se sont pas remis en antérieur, c'est pas grave, si la nature l'a prévu comme ça, la mère est tout à fait capable de sortir son bébé sans ventouse et sans forceps, pour autant qu'elle puisse être mobile dans ses positions. Voilà pourquoi la péridurale est absolument à proscrire, parce qu'elle va laisser la femme sur le dos, dans son lit d'hôpital. Malheureusement, comme ça, un bébé qui est en postérieur va avoir beaucoup de mal à non seulement descendre, je l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, donc je t'invite à regarder tous mes contenus dans cette playlist si tu ne les connais pas encore, parce que je t'explique vraiment la problématique de la gravité inversée quand on est sur le dos, déjà avec un bébé en antérieur, alors avec un bébé qui s'est engagé en postérieur sur le dos. Voilà pourquoi on a autant d'épisiotomie, autant de cytocine de synthèse, autant d'interventions, autant de déchirures et autant de ventouses et de forceps, hein. Je te rappelle les chiffres. Si tu ne les as pas notés, reviens en arrière sur cette vidéo et note-les. C'est important d'avoir des données fiables quand tu poses ton projet de naissance. Alors, je t'ai parlé de 3 astuces clés qui vont tout changer pour toi. C'est des choses très simples à comprendre. Donc, si tu n'as pas encore ton cahier de notes, tu prends, tu mets sur pause cette vidéo et tu notes maintenant. Première chose, des positions à savoir qui vont évidemment être prises instinctivement par la mère le jour de son accouchement. Donc si tu es professionnel et que tu regardes cette vidéo, je t'invite vraiment aussi à t'en souvenir dans ta pratique si tu accompagnes des femmes, c'est-à-dire que toutes les positions avec le ventre dans le vide vont être prises par une femme. Ce sont vraiment des signes qu'on peut avoir un bébé qui est en postérieur. Donc ventre dans le vide ou une femme qui va se mettre à 4 pattes, elle aura aussi le ventre dans le vide. Toutes ces positions vont aller la femme l'amener vers l'avant. Ça, ce sont des signaux potentiels qu'un bébé est en postérieur. Deuxième astuce clé, très importante, qu'on peut faire en fin de grossesse. Je rappelle qu'un suivi global fait par une sage-femme libérale qui est praticienne en physiologie va être idéal parce qu'elle va pouvoir t'apprendre aussi à comprendre comment est positionné ton bébé. Nous, par exemple, dans notre accompagnement, on explique aux mamans comment, avec les mains, on peut sentir si on a la tête de bébé déjà, pour savoir si on a un bébé qui est vraiment positionné tête en bas ou pas. Est-ce que c'est un pied, est-ce que c'est une tête, etc. Et puis surtout, on peut faire des soins rebozo. Et la plupart des sages-femmes qui sont praticiennes en physiologie savent manier le rebozo. Le rebozo, c'est une écharpe traditionnelle qui vient d'Amérique latine. Et puis, tu peux faire des soins du bassin. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai testé ça pour mon 3e. Avant mon accouchement, j'ai fait un soin rebozo avec ma sage-femme. C'était vraiment génial. Et ça peut donner un petit coup de pouce si on a voilà, un peu de tension dans le bassin et qu'on dit, OK, maintenant, on va mettre vraiment bien bébé dans l'axe. On arrive vraiment à terme. On a envie de se faire un soin. Franchement, je le conseille, c'est top. Il faut par contre être avec une personne qui est formée à ça. Et puis, 3e astuce clé hyper importante à la fin de ton 3e
trimestre, de grâce, tu lâches ton canapé et tu arrêtes de t'avachir en arrière devant ta série télé préférée, parce que ça, c'est la pire des choses qu'on voit beaucoup. D'ailleurs, il y a un peu une espèce d'épidémie des bébés en postérieur ces dernières années. Parce qu'en fait, avec l'émergence de Netflix, il y a de plus en plus de femmes qui sont devant leur série, comme ça, un peu avachies. Et en fait, cette position en arrière est vraiment pas géniale pour ton bébé. Déjà, c'est pas génial tout simplement pour l'oxygénation, parce que je te rappelle qu'avec le poids de ton utérus en fin de grossesse, parce qu'il y a ton bébé quand même dedans, en fait, ça va appuyer sur tes gros vaisseaux quand tu vas être sur le dos. C'est pas génial parce que là, tu as la veine cave, tu as vraiment tout ce circuit d'oxygénation de ton bébé. C'est pour ça qu'on encourage les mamans à se mettre sur le côté gauche en fin de grossesse. Et d'ailleurs, normalement, tu devrais te sentir plus à l'aise comme ça. Après, tu es une grande fille, tu fais comme tu veux, mais je t'encourage à ne pas te mettre avachie dans le canapé en fin de grossesse et plutôt te dire, ok, si j'ai envie de regarder quelque chose à la télévision, ben, je vais me mettre sur mon Swiss Ball, un gros ballon de pilates, je vais faire mes mouvements, puis t'en profites justement pour rester mobile, pour te faire des mouvements, voire te mettre un petit peu à quatre pattes avec ton ballon. Vraiment, le ballon, ben, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, mets-le en commentaire et je te ferai un contenu spécial, parce que moi, mon ballon, c'était mon meilleur ami. Donc vraiment, hyper important. Premièrement, on sait observer les positions qui peuvent donner des indices. Une femme qui prend une position avec le ventre vers l'avant. Deuxièmement, on sait que le soin Rebozo peut être vraiment efficace en fin de grossesse. Si on a besoin d'un petit coup de pouce pour remettre un bébé dans l'axe, même si la nature est bien faite, tu peux toujours essayer si ça te fait plaisir et que tu sens que ça résonne avec toi. Et troisièmement, on ne se met pas avachi dans le canapé en fin de grossesse. Et avec ces trois choses-là, tu peux être sûr que ça va être parfait. Pour finir donc, si tu ressens une poussée précoce, c'est-à-dire une poussée qui arrive relativement tôt dans l'accouchement, laisse faire, fais-toi confiance. Et si quelqu'un essaye de te dire non, il ne faut pas pousser madame, malheureusement, c'est un peu compliqué à gérer sur le moment. Je dis souvent que ce n'est pas en salle de naissance qu'on va révolutionner la roue, il faut anticiper. C'est pour ça que je fais ces contenus, c'est aussi pour t'apprendre qu'il y a des choses à préparer. Donc, si tu es encore dans un bon timing pour préparer tout ça, je t'invite vraiment à te renseigner sur ça, à avoir une équipe autour de toi et pourquoi pas envisager un accouchement ailleurs qu'à l'hôpital, parce que c'est beaucoup plus simple, même si c'est contre-intuitif, c'est beaucoup plus facile d'accoucher chez soi, voire en maison de naissance, parce que tu auras moins d'interférences avec toi le jour J. Ça te permettra surtout de pouvoir faire confiance à ton corps si tu sens que tu pousses avant d'avoir un col dilaté à 10, et ça te permettra du coup de pouvoir avoir un accouchement qui est fluide, connecté à ton bébé et que tu restes vraiment dans tes capacités à toi. Moi, je l'ai vécu. Après, ça te permet aussi d'avoir justement cette confiance en toi et d'accéder à la fameuse poussée réflexe qui est l'éjection du fœtus. J'en ai parlé dans un autre contenu. Comment on fait pour pousser quand le bébé va sortir sans déchirer son périnée? Va regarder cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Là, je t'explique le deuxième type de poussée dont personne ne parle. C'est pas du tout la poussée qu'on nous apprend dans les cours de prépa à la naissance. Et ça vient évidemment pour clôturer ce magnifique accouchement avec un bébé qui aurait pu venir tête dans les étoiles. Je te le rappelle, la nature est bien faite. Fais confiance au processus, mais surtout, forme-toi avant pour ne pas être dépendante d'une personne extérieure qui va te dire quoi faire le jour J. Si tu veux savoir où t'en es dans ton accouchement naturel, dans ta préparation, dans ton niveau de connaissance, je t'ai préparé un autotest avec un plan d'action personnalisé que tu peux télécharger, et tag une amie en commentaire, partage cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile pour des femmes qui ont déjà accouché et qui ont envie de comprendre ce qui s'est passé, si elles ont eu une mauvaise expérience, ou d'autres qui sont en projet bébé, voire même qui sont bloquées dans leur projet parce qu'elles ont tellement peur de l'accouchement que ça les tétanise. Donc je te retrouve dans le prochain contenu et je te souhaite une bonne journée. Bye!